commencé la vente, je pense que j'avais 8 ans. J'aimerais te demander ta meilleure vente. J'ai fait une vente où je suis reparti avec 30 000 euros de commission sur un rendez-vous. Mais la préparation, c'est 90% de la réussite d'un rendez-vous. La vente, c'est de la synchronisation avant tout. Ton client, il t'achète toi avant d'acheter quoi que ce soit. Si t'achètes pas toi, ça va être compliqué de lui vendre quelque chose. Un chef d'entreprise qui me disait que selon lui, les commerciaux allaient disparaître, remplacés par des IA, et que les acheteurs allaient aussi disparaître, remplacés aussi par des IA. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui, je suis très content. Écoute, c'est un grand plaisir, Simon, de partager ça avec toi. Ouais, et je vais te mettre au travail tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Je peux te présenter en 30 secondes, s'il te plaît. Alors, en 30 secondes, oui. Plus, Non, mais un jour, j'ai un client qui a dit que j'étais un magicien. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il disait que je faisais apparaître les clients et disparaître les objections. Donc, je fais ce métier-là depuis presque 20 ans. J'interviens dans les entreprises pour accompagner les commerciaux et les managers commerciaux. Et je suis un passionné de la vente. Je suis peut-être pas le meilleur vendeur, mais c'est un métier que j'adore. Donc, tu l'as dans je le partage le plus possible. Et c'est pour ça qu'on t'a invité, parce qu'on a envie de passionner, on a envie de parler de vente, on a envie de rentrer dans le détail. C'est ça, passionné, passionnant, convaincu et convaincant aussi. C'est ça. Super, peut-être que tu peux nous parler maintenant de ton parcours en pas 30 secondes, plus étoffé. Alors oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé la vente, je pense que j'avais 8 ans. Ouais. Parce que mes premières ventes, c'était à mes parents. Alors, c'était peut-être des clients un peu faciles, mais j'avais organisé une boutique dans ma salle de jeu. Ouais. Et je revendais les objets qui étaient dans la maison à mes parents. Donc les objets de mes parents à mes parents. C'est fort. Bon, après, c'était des clients qui étaient plutôt sympas, mais j'ai commencé à cet âge-là. Après, vers 12-13 ans, je faisais la braderie de Lille, puisque je suis lillois d'origine. Et là, c'est pareil, j'allais dans les rues et tous les jouets ou les bouquins que je n'utilisais plus, je les revendais. Et après, tous les jobs étudiants que j'ai eus, c'était dans la vente. J'ai vendu des cuirs à rue de Béthune à Lille. J'ai travaillé chez Darty assez longtemps comme vendeur extra. J'ai travaillé à l'OFUP, on vendait des abonnements étudiants dans les lycées, etc. Et puis mon premier job, c'était chez Darty, où j'étais vendeur et chef des ventes dans le nord de la France, puisqu'aprais après mes études, ils m'ont embauché. Après, je travaillais chez L'Oréal. D'accord, une grosse école quand même. Voilà, donc, parce que je le vaux bien. En fait, j'étais cobaye. Ouais. Donc, ils ont testé des trucs sur ma tête. Voilà. C'est une très bonne école et donc j'ai eu un secteur et après je me suis occupé de 2 comptes clés de Cora et d'Auchan. Donc très très bonne école, la grande distribution, les acheteurs bien sympathiques. Ensuite j'ai travaillé chez Kenwood. Donc toi tu connais peut-être pas. C'est ça? Non, alors il y a une partie effectivement électroménager, enfin robot ménager et une partie hi-fi autoradio. D'accord. D'ailleurs c'est 2 sociétés qui ont le même nom mais qui n'ont rien à voir. Ok. Donc il y a une histoire là-dessus, mais moi je travaillais donc pour les Japonais Kenwood. Et c'était autant où on avait des autoradios dans les voitures, on pouvait enlever les autoradios. Les volets, voilà, c'est ça. rappelle, il y avait les tiroirs, il y avait les façades. Donc je m'occupais des grands comptes et je gérais 6 commerciaux. Et j'ai terminé en groupe Vivarté, donc anciennement en groupe André, sur la marque Liberto, qui était une marque de jeans, sur les grands comptes et puis sur la création d'un réseau de boutiques en propre. On avait jusqu'à une vingtaine de boutiques. Et il y a 19 ans, j'ai créé en janvier 2006 mon cabinet de formation qui s'appelle Coach de vente conseil, comme son nom l'indique. De vente. Je suis là pour coacher les commerciaux et dans tous les univers, B2B, B2C. Et c'est quoi qui t'a donné envie du coup de passer du salariat entre guillemets jusqu'à te mettre à ton compte et accompagner des équipes? C'est déjà le fait de travailler pour moi. Ouais. Et puis c'est aussi des rencontres, puisque j'ai rencontré quelqu'un qui avait un organisme de formation en vacances. Et puis on a sympathisé. Elle m'a dit tiens, je te verrais bien faire ce métier de consultant. Et j'ai démarré comme ça en fait. Donc j'ai commencé à travailler ce qu'on appelle en sous-traitance, en travaillant pour d'autres cabinets de formation, pour me faire mes armes, pour me faire aussi mes modules. Et puis petit à petit, j'ai basculé sur un modèle où j'ai 100% de clients à moi et je travaille plus du tout en sous-traitance depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et si on rembobine un petit peu, qu'on repart aux prémices de la vente, c'est quoi l'électrochoc? Tu me parlais d'avoir vendu à tes parents leurs propres objets. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors, je sais plus ce qui m'a donné envie de le faire, mais je pense que c'est le côté jeu. Je pense au démarrage à 8 ans ou à 10 ans. Bon, on n'a pas encore, entre guillemets, l'appât du gain. Et puis, un petit peu plus tard, c'est l'adrénaline de la vente. C'est vrai, quand tu fais... quand ton client est content, quand tu fais un bon deal et puis qu'en plus tu as une bonne commission. Voilà, c'est plutôt des énergies qui sont très positives et c'est ce qui me plaît, c'est ce côté challengeant, ce côté on redémarre aussi toujours un petit peu à zéro. Et tu l'as gardé, cet amour du jeu entre guillemets dans la vente au fil des années? Ah bah oui, parce que sinon je pense que j'aurais changé de métier. Ouais. Je suis passionné par ce métier et j'ai toujours ce côté-là quand j'ai un rendez-vous, c'est... m'intéresser à mon client, essayer de comprendre son environnement, essayer de lui trouver la meilleure solution. Et puis après, si ça matche bien, si ça matche pas, c'est pas grave, un next.
Des clients potentiels et des prospects, il y en a des tonnes. Donc, ce que je disais, il y a que des mecs sur Instagram qui signent 100% de ce qu'ils ouais, c'est ça. Et c'est quoi le truc, du coup, que tu préfères dans la vente ? Ce que je préfère, c'est rencontrer des gens, en fait. Ouais. C'est la rencontre, c'est l'échange, c'est créer des relations humaines. Et puis après, on voit s'il y a business. On dit souvent qu'il y a, on a les clients qui nous ressemblent. Moi, des fois, il y a des clients, j'ai pas envie de travailler avec eux. Alors, je leur dis pas, en général, je lâche un peu l'affaire ou je fais pour que ça fonctionne pas. Parce que je me dis, de toute façon, si ça marche pas là ou si je sens qu'il y a un truc qui va pas, ça ira pas après. Et ça, c'est déjà vérifié. Donc, je me dis maintenant, j'ai cette chance-là de pouvoir presque choisir mes clients aujourd'hui parce que j'ai développé une clientèle, parce que j'ai développé une visibilité qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui arrivent un petit peu tout seuls. Alors, c'est pas tout seul, mais parce que j'essaie d'être présent sur les réseaux sociaux. On sait que c'est un outil qui est important aujourd'hui. Donc, avant tout, c'est rencontrer des gens et faire que ça fonctionne. Et après, c'est vrai que la population des commerciaux en général, c'est une population que j'aime bien aussi. Et on se reconnaît et ça marche plutôt pas mal. T'as une sorte de connexion un peu entre les commerciaux implicite ou tacite. Ouais, de toute façon, moi, c'est ce que je dis aux gens. Enfin, quand j'ai des commerciaux dans la salle, je leur dis, écoutez, je suis là parce que c'est moi qui ai vendu le programme de formation. C'est aussi ce que je dis à mes clients. Je dis, c'est moi qui vends, mais c'est moi qui assure derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage sur des organismes de formation un petit peu plus importants. Moi, je suis un artisan, mais ils vont avoir un commercial qui va leur vendre la formation. Puis après, ils vont essayer de trouver le consultant qui match avec le client. Ouais. Moi, je fais tout. Et puis, je fais de la pré-vente. Et dès que mon client a besoin de quelque chose, il m'appelle. Je suis tout seul. Donc, t'as un gage de qualité si, entre guillemets, t'es capable de vendre à l'acheteur qui achète pour ses équipes. C'est déjà une première preuve. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas longtemps comme ça, j'ai un commercial dans un groupe qui me dit ouais, mais ça fait 20 ans que tu fais ça te manque pas de pas vendre. Je dis si, je vends tout le temps, sinon je serais pas là. Voilà. En fait, les gens se disent parce que comme je suis formateur, parce qu'il y a plein de modèles où les formateurs vendent pas enfin. Voilà. Ça arrive aussi qu'on rencontre des formateurs qui sont un peu blasés ou dépassés parce qu'ils vendent plus. C'est ça, ouais, carrément. C'est ce qu'on trouve souvent aussi dans les écoles de commerce ou même dans des BTS action commerciale ou des BTS vente ou NRC. C'est que les gars, ils ont des fois même jamais vendu. Nous, on a beaucoup de commerciaux, soit en alternance, soit jeunes diplômés. Mais combien te disent j'ai jamais fait un call, j'ai jamais été jusqu'au bout d'une vraie vente, j'ai jamais fait à part un business game sur 2 jours sur 2 ans d'école. Ça fait un peu light à 10 000 € l'année. Bizarrement, les écoles de commerce ne forment pas au commerce en fait. Non. Elles forment à tout ce qui est connexe, aux finances, à la marketing, RH, etc. Mais assez rarement à la vente. Ouais, puis de toute façon, on en parlait au café juste avant, mais t'as même presque ce tabou de se dire non mais commercial, tu fais pas une école de commerce pour faire commercial. C'est ça, c'est terrible. C'est pourtant des métiers où on peut vraiment bien évoluer, bien gagner sa vie. Puis il y a des métiers qui sont de plus en plus intéressants, parce que de plus en plus variés. Oui, c'est vrai qu'il y a rarement des parents qui disent « Ah ouais, j'aimerais bien que mon fils soit commercial. » Non, justement. Ne sois pas vendeur. C'est ça. J'ai envie de revenir sur l'humain, mais juste avant, j'aimerais te demander ta meilleure vente. Alors, ma meilleure vente, c'était quand je travaillais chez Liberto. J'ai fait une vente où je suis reparti avec 30 000 € de commission sur un rendez-vous. Donc ça fait rêver. Alors, elles n'étaient pas toutes comme ça, mais c'est celle qui m'a marqué parce que c'était la plus importante. Mais après, chaque vente est marquante parce que chaque vente est différente. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Donc, c'est ça qui me plaît aussi, c'est d'arriver dans des nouveaux environnements, des nouveaux clients et de passer je sais pas, moi, je travaille par exemple avec ArcelorMittal, qui sont des vendeurs d'acier, avec le lendemain des vendeurs informatiques et puis le surlendemain des gens qui vendent dans des boutiques de luxe, par exemple. Ouais. Pour une marque que je ne peux pas citer parce qu'il y a un accord de confidentialité. Mais voilà, c'est ce qui me plaît dans mon métier. Ouais, tu repars de zéro, tu recrées de zéro et tu t'adaptes aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut réussir à se synchroniser sur les collaborateurs et ils ont des profils différents en fonction de la culture d'entreprise, donc il faut comprendre ça assez vite. Mais dès qu'on s'intéresse à l'autre, de toute façon, c'est plus facile. Plus facile. Et avant qu'on s'intéresse à l'autre, est-ce que tu as une anecdote marrante ou une pire vente ? Alors oui, je peux tu dois en avoir quelques-unes. Ouais. Une pire vente, oui, parce que c'est même pas une pire vente parce que j'ai pas vendu ce jour-là. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué et c'est notamment quelque chose que je partage quand je suis en formation, parce qu'on dit souvent, tiens, il faut briser la glace, le fameux icebreaker. On m'avait appris ça à l'école et j'avais 24, 25 ans, je travaillais chez L'Oréal. Je vais dans le bureau d'un acheteur de chez Leclerc. Et puis, il y avait plein de photos partout. Donc, on m'a dit, tiens, brise la glace. Tiens, les photos, elles sont sympas. C'est votre fils, quel âge il a ? Il est décédé il y a 1 an. Bon, forcément, mon rendez-vous était foutu parce que c'est compliqué. C'est compliqué de revenir, surtout quand tu as 25 ans là-dessus. Autre anecdote,
Je vais dans des bureaux qui étaient vraiment très très sympas et très agréables, tout neuf, le baby-foot, enfin le truc où tu te dis ouais, t'as envie de bosser là. Puis je dis au gars, ça va être super de travailler ici. Il me dit, m'en parlez pas, on vient de déménager. Moi avant je mettais un quart d'heure, maintenant je mets 1h15 pour venir au boulot, quoi. Voilà, donc on dit il faut briser la glace, mais là en fait tu crées déjà quelque chose de négatif au démarrage. Et c'est pour ça que maintenant je dis aux commerciaux, alors oui, brisez la glace, mais préparez votre bris de glace, notamment on va voir le profil LinkedIn, voir ce que les gens ont fait, voir ce que les gens ont publié, et c'est quand même, en plus, du coup, ton bris de glace, il est préparé, et c'est pour éviter, c'est pour sortir du fameux alors, il fait beau aujourd'hui, ou alors, tiens, la route, c'était compliqué. Bon, c'est chaud, hein. Ton prospect, il n'attend pas ni Monsieur Météo, ni Bison Futé. Hein, donc, Bison Futé, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'était quelque chose qui nous donnait les infos au trafic. Avant Waze, voilà, c'est ça. Donc voilà, maintenant, on peut préparer ça. Ah bah tiens, j'ai vu sur LinkedIn que vous aviez fait ça, ou j'ai vu que vous aviez partagé ça. Et même si c'est pas lié à mon métier, mais ça montre que je me suis intéressé à toi. Et au moins, je le prépare. Comme ça, il n'y a pas d'improvisation. Et toi, tu es connu et reconnu justement pour, on va dire, l'aspect humain dans la vente. Tu parlais de synchronisation, etc. À quel point le fait de préparer, le fait de connaître la méthode t'aide à créer une connexion plus que l'improvisation? C'est ça que je parle beaucoup du disque, hein, par exemple. Hein, donc, il permet de comprendre qui on a en face de soi pour se synchroniser. Mais la préparation, c'est 90% de la réussite d'un rendez-vous. Moi, j'aime bien cette citation d'Arthur Ashe qui disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. C'est-à-dire que plus tu es prêt, c'est comme quand tu vas à un examen. Hein. Si tu as appris 100% des trucs, tu vas plus serein que si tu as appris même 80%. Si tu as appris 80%, tu vas dire, oh là, pourquoi que je tombe pas sur les 20% que j'ai pas revus ou que je connais pas. Alors que si tu sais tout, déjà, c'est plus facile d'aller à un examen. Et c'est pareil pour un entretien de vente. Et aujourd'hui, 90-95% des commerciaux que je vois, ils préparent pas suffisamment, ou ils prennent pas le temps de le faire, ou ils disent ouais, je connais mon job. Voire pas du tout d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ils le font pas du tout. Parce qu'ils disent bon, de toute façon, je connais. Puis il y en a même qui me disent ah oui, mais je préfère ne pas savoir, comme ça, je suis plus curieux. Ça t'empêche pas. Argument mauvaise foi, c'est ça, classique. Hein. Bon. Je dis non, plus tu as d'informations, plus tu peux rebondir dessus. Ouais, puis c'est pas parce que tu as imaginé un ou plusieurs scénarios dans ta tête que tu peux pas t'adapter finalement. C'est ça. Et tu parlais du disque, c'est un truc que j'ai envie de t'entendre parler dessus. Je te disais, moi j'écoute tes vidéos sur le disque en courant à la salle de sport. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une explication, alors un petit peu de la méthode, mais surtout de comment ça t'aide et comment ça doit aider les commerciaux? Donc rapidement en quelques mots, alors même si je passe une journée là-dessus, en formation, le disque c'est le D pour le dominant, on associe à la couleur rouge. Donc quelqu'un qui va à l'essentiel, qui n'a pas de temps à perdre, qui est plutôt impatient. Le jaune, c'est l'influence, donc c'est le I dans disque, qui lui aime bien échanger, parler avec les autres, sortir du sujet, rigoler, et puis il est très dans la reconnaissance, un petit peu désorganisé. Le vert, lui, est plutôt, donc c'est le S de la stabilité, plutôt quelqu'un de calme, de posé, à l'écoute des autres, plutôt très empathique. Et le bleu, lui, c'est la conformité, le C dans disque. Donc lui, quelqu'un qui est précis, très rationnel, très perfectionniste. Ouais. Et l'idée, c'est de se dire, quand je suis face à un prospect, de quelle couleur il est. Si il est rouge et que je commence à faire oui, alors voilà, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de coach de vente conseil. Alors attendez que je trouve mes documents. Ouais. Bon là, t'es mort en fait. Et à l'inverse, hein, si toi t'es rouge et que t'es face à un client vert et que tu dis bon alors donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Et oh là. Ouais, tu m'as. La vente, c'est de la synchronisation avant tout. Ton client, il t'achète toi avant d'acheter quoi que ce soit. Si t'achètes pas toi, ça va être compliqué de lui vendre quelque chose. Et je leur dis tant mieux aux commerciaux que j'ai en face de moi, c'est que vous avez tous un rôle à jouer. Et heureusement, et c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle, je suis pas persuadé que les gens soient prêts à acheter à une IA. Il faudrait déjà qu'ils aient envie de leur parler. Ouais, c'est ça. Avant d'acheter. Oui, et puis tu crées pas de connexion. La vente, c'est avant tout une émotion. Alors, je pense que l'IA va aider et aide déjà les commerciaux sur certains points. Maintenant, pour conclure une vente... C'est bien. Donc, j'espère qu'on y est pas encore. J'espère. On a encore un peu d'avenir devant nous. C'est ça. Et donc, on a bien les différentes couleurs, les traits de caractère. Comment on va le reconnaître en un court laps de temps, cet interlocuteur ? Déjà, sur un bonjour, tu as des indications. Le rouge, si tu es dans une salle d'attente, il va venir, il va même à peine te serrer la main et dire bonjour, vous me suivez ? Ouais. Il va aller très vite. Le jaune, il dit bonjour, ça va, vous allez bien ? Venez, on va boire un petit café. Tu vois, il va créer un moment de convivialité tout de suite.
Le vert, il va se préoccuper de toi, il va dire « Ah, bonjour, ça va, ça a été la route pour trouver, ça va, ça a été facile. » Et puis le bleu, il va être très bonjour, Jean-Pascal Mollet, DRH, allez-y, accompagnez-moi. Donc, déjà, sur une prise de contact, on arrive à avoir des éléments. Parce que ça se voit sur le ton, sur l'attitude, sur les mots utilisés. Après, plus le temps va passer dans l'entretien, plus on va pouvoir affiner ça. Moi, je dis souvent, il faut se fier déjà à cette première impression parce qu'on a pas mal d'éléments. Déjà au téléphone, on a des éléments. Déjà sur le suivi, sur les mails qui peuvent être échangés avant, tu as des éléments qui te permettent de catégoriser. Maintenant, on a tous les 4 couleurs et en général, les interlocuteurs, ils ont quand même plutôt 2 couleurs dominantes. C'est 2 couleurs dominantes en général la plupart du temps, mais des fois, tu en as qui sont vraiment qu'une couleur et puis des fois, il y en a, c'est plus difficile. En fait, la première vertu de l'outil, c'est ce que j'explique aux commerciaux, c'est que c'est déjà, ça t'oblige à t'intéresser à l'autre. Ouais. C'est-à-dire que si déjà tu te dis, tiens, au fait, lui, il est de quelle couleur ? Je suis déjà en train un peu de m'oublier. Et déjà, si je m'oublie dans la vente, c'est un bon début. C'est pas mal. Et donc, tu nous disais que la logique, c'est de t'intéresser à l'autre, de comprendre quelle couleur il est. Une fois que tu sais à peu près quelle couleur il est ou quelle couleur, au pluriel, il a, comment toi, tu te positionnes ? On est dans la synchronisation, hein. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans la PNL, hein, la programmation neurolinguistique. C'est que si quelqu'un est rouge, j'ai intérêt à avancer à la même vitesse que lui. Alors attention, le rouge, il a besoin de dominer, il ne faut pas que je le domine. Mais ok, j'ai compris, écoutez, je me renseigne, je reviens vers vous, je vais à l'essentiel. Si c'est un jaune et que je ne suis pas jaune, je sais qu'il a besoin de partir un peu à droite et à gauche, de me parler de sa femme, de ses vacances, de ses enfants, de créer un moment de convivialité, d'aller boire un café avec lui, je vais le faire. Le vert, je sais que c'est quelqu'un qui a besoin d'être en confiance, qui a besoin de temps. Je sais qu'avec un vert, ça va être très compliqué de signer en one shot, par exemple. Avec un rouge et un jaune, tu peux faire. Avec un vert, c'est plus compliqué. Si je le sais, je ne me remets pas en question. Ok, je sais qu'il a besoin de temps. Maintenant, le vert, on sait que c'est un client qui est loyal, en général, qui est très fidèle. Donc, quand ça se passe bien avec lui, et d'ailleurs, il est fidèle à toi, il n'est même pas fidèle à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en général, il connaît ton prénom. Ouais. Alors qu'un rouge, assez rarement. Il va dire, tiens, la coach de vente, mais pas Jean-Pascal. Et puis un bleu, il faudra que je sois très carré, très précis, que je connaisse bien mon offre, que je connaisse par cœur, que je puisse apporter des preuves, des datas, des chiffres. Donc, on voit bien qu'on n'achète pas tous de la même façon. Ouais. Et que la différence, elle va souvent se faire là-dessus. Et toi, ta recommandation, quand tu cernes un profil qui n'est pas le tien, il est d'aller jusqu'où dans la synchronisation ? Alors déjà, on comprend grâce à cette méthode, quand on connaît sa couleur, que les gens avec qui on a le plus de difficultés sont les gens qui sont dans notre opposé. Donc les opposés, c'est rouge et vert, et jaune et bleu. Il faut aller jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire que pour un bleu, aller déjà dans du jaune, donc le bleu qui est très sérieux, très précis, très organisé, le jaune qui part un peu à droite à gauche, qui rigole tout le temps, Bon, c'est pas simple pour un bleu. Maintenant, il faut qu'il aille jusque là où il peut aller dans le jaune. Qu'il fasse au moins l'effort de sortir de sa presse, de ses chiffres, et puis qu'il s'intéresse à l'autre, qu'il lui pose 2-3 questions. Maintenant, le naturel risque de vite revenir au galop. Le but, c'est pas de ne pas être soi-même, mais déjà de comprendre comment fonctionne l'autre. Oui, il y a une différence entre le total caméléon où je me travestis pour être comme l'autre. Ce qui est très compliqué en plus. Ouais. Puis à long terme, ça marche pas, et même sur un entretien, le naturel revient vite. Donc, mais c'est juste se dire, ok, lui, il est rouge, je suis vert, j'ai compris, il faut que je dise, ok, très bien, je note, je reviens, et je vais à l'essentiel. Ok, j'ai la question à 10 000. Oula. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, à ton avis, moi, c'est quoi mon profil disque ? Toi, t'es plutôt jaune. Tu penses ? Ouais. Alors, faut savoir qu'on a ce qu'on appelle le naturel et l'adapté. C'est-à-dire qu'on a 2 types de profils. Le profil qu'on a à la maison et le profil qu'on a au travail. Et il y a des gens qui sont pareils, et il y a des gens qui sont différents. Ouais. Donc, là, les rencontres qu'on a eues ou les échanges me font penser que tu es plutôt jaune. Maintenant, on les a eus presque dans un univers un peu extra-professionnel. C'est-à-dire que je ne suis pas un de tes clients et on a échangé comme ça. Donc peut-être que quand tu es vraiment dans ton espace professionnel, peut-être que tu n'es pas jaune. Ça, je ne peux pas le savoir en fait. T'es très bon. Voilà. Parce qu'à la maison, en effet, je suis jaune. Et j'ai fait un test de personnalité la semaine dernière. Et la personne qui m'a accompagné là-dedans me dit, fais-le chez toi, tranquille, etc. Et fais-le aussi au boulot, dans un cadre pro. Et c'est vrai qu'à la maison, je suis très jaune. Tu es un peu rouge au boulot. Et au boulot, je suis très rouge. Voilà. Donc, et tu vois, quand tu me disais ça, je me dis, moi, le client avec lequel j'ai le plus de difficultés, ça va être le bleu. Et bon, c'est intéressant, t'es bon. Je sais pas si je suis bon, ça fait presque 20 ans que je suis formé à la méthode. Donc après, on peut toujours se tromper. Hein, mais bon. Et du coup, on a ce cadre. On a la manière de l'appliquer que tu viens de nous expliquer. Pourquoi
dans le fond, c'est aussi important émotionnellement, la synchronisation? Alors, moi, j'aime bien reprendre l'étymologie des mots. En fait, il faut créer de la sympathie. Sympathie, c'est sim et pathos, ça vient du grec. C'est celui qui a la même souffrance que moi. Donc, je vais trouver quelqu'un de sympathique si je retrouve une partie de moi-même cette personne. Et avant tout, il faut créer cette connexion. Sinon, on est dans l'antipathie. C'est ce qui se passe dans les opposés. T'es contre ma souffrance. On est tous centrés sur nous-mêmes. L'être humain est centré sur lui-même. Tu prends une photo de mariage où il y avait 300 personnes, où tu es allé, la première personne que tu cherches sur la photo, c'est toi. Bon, on est centré sur nous, c'est ce qui nous différencie peut-être de l'animal, sûrement. À partir de là, je vais fitter avec des gens qui sont un peu comme moi. Et d'ailleurs, on pense tous que notre couleur est la meilleure. Même quand je forme les gens au disque, tu penses quand même que... Quand t'es jaune, tu dis, bon, ok, les autres couleurs, c'est bien, mais jaune, c'est quand même plus sympa. Bon. Et puis, t'as tendance à penser que les bleus, ils sont chiants. Ouais, c'est vrai d'ailleurs. Et même voilà tu vois. Bon, mais c'est cohérent. Donc, d'ailleurs, tu vas te rendre compte que c'est là aussi où c'est pour ça qu'on a du mal à poser des questions ouvertes, parce que les questions ouvertes, c'est s'intéresser sincèrement à l'autre, et c'est pas le naturel qui vient. Donc c'est pareil, ça se travaille aussi. Il y a une formulation que j'ai bien aimée. T'as dit on s'oublie à un moment donné. Comment ça se caractérise dans la vente? Plus tu vas être centré sur l'autre en te posant la couleur, quelle est sa couleur, tu vas poser des questions ouvertes, tu vas prendre des notes, tu vas dire bien tiens, ok, je suis juste dans la reformulation, j'évite de parler de moi et tout. Bah oui, il faut que je m'oublie. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la vente, ça se résume par 2 phrases qui sont occupe-toi de tes produits et tes clients partiront. Occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. C'est-à-dire que si je suis centré, oui, les 2 mois. Non, c'est vrai en plus. Plus tu es centré client, plus ça fonctionne. Maintenant, s'intéresser à l'autre, c'est une zone d'effort, alors que la connaissance produit, c'est une zone de confort. Ouais. Et on préfère être en zone de confort qu'en zone d'effort. Donc très vite, on vient sur nous. En plus, on vient pour vendre notre solution. Et c'est là où la vente est difficile. Parce que forcément, quand tu vas avoir un prospect, tu as en tête de lui vendre quelque chose. Si on arrive à sortir ça de la tête et donc, je dis s'oublier, on a tout à gagner. C'est vrai que tu as des prospects, tu dois le voir aussi en formation, qui vont te poser 2 questions, 3 questions, souvent fermées. Et en gros, check, j'ai fait ma découverte. Ouais, c'est ça. Et qui passent direct à la vente parce qu'ils attendent que ça. Pour les commerciaux qui débutent, comment tu sais que tu en as fait suffisamment dans la découverte? Alors déjà, le truc typique dans ce que tu dis, c'est ça, c'est que oui, on m'a appris qu'il fallait poser des questions ouvertes. Allez, j'en pose quelques-unes. Et puis après, bon, alors aujourd'hui, donc je voulais vous parler de coach de vente conseil. Donc on a été créé en 2006. Et en fait, tu fais la même presse à tout le monde. C'est ça. Je dis, non, tu dois faire ta presse en fonction de ce que tu as découvert, sinon ça sert à rien. C'est comme un médecin qui fait un diagnostic et puis le gars, il a une grippe et puis tu lui dis, tiens, ouais, vas-y. Bon, ça fonctionne pas. Donc je suis pas persuadé qu'il y ait un nombre. Je dis jamais aux commerciaux, vous avez, il faut poser 5, 10, 15 questions. Parce qu'en plus, en fonction des métiers, en fonction de la difficulté de la solution ou de la complexité de ce qu'ils proposent, ça peut être variable. En revanche, ce qu'il faut, c'est poser, oui, des questions de qualification, mais aussi ce qu'on appelle des questions de motivation. Aller chercher les pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous travaillez avec un tel, qu'est-ce qui fait que vous travaillez avec lui? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est quoi vos critères de décision, etc. Il y en a des tonnes. Et ils ont tendance à poser beaucoup de questions de qualification parce qu'ils disent, oui, alors tiens, donc ça c'est pour autant de personnes, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Ok, donc je sais ce que le produit que je vais lui vendre. Et pas suffisamment de questions de motivation. Or, ton interlocuteur, il t'achète une solution non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle va lui faire gagner. Et c'est ça qu'il faut trouver. En général, l'argent déjà sort pas de ses poches, sauf si tu as affaire à un patron de boîte. Et encore. Il n'y a pas un nombre de questions, mais il faut être capable de se dire, ok, j'ai fait le tour de la question. Et tu nous parlais du coup évidemment d'avoir la qualification, d'avoir la problématisation, le pourquoi en fait il t'achèterait, quel bénéfice il va chercher ou quelle résolution de problème. Et on a anticipé, on a commencé avec la personne en face de toi. Est-ce que toi tu utilises d'autres guides, d'autres cadres pour analyser ton interlocuteur en tant qu'humain et prise de décision? Alors moi j'ai les 2 outils principaux, c'est le disque et avec les questions motivationnelles, même si c'est un truc qui est vieux, qui doit au moins 40 ans ou 50 ans, c'est le fameux 100K. C'est-à-dire que, et en plus, je le croise avec les couleurs. C'est-à-dire que dans la sécurité, ce sera souvent les verts et les bleus. Dans l'orgueil, c'est souvent les rouges et les jaunes. Dans la nouveauté, c'est aussi souvent les rouges et les jaunes. Dans le confort, ce sera plutôt les jaunes et les verts. Parce qu'ils veulent pas trop se prendre la tête. L'argent, c'est souvent les rouges et les bleus, ceux qui sont dans le rationnel. Et puis après, la sympathie, c'est souvent les jaunes et les verts. C'est pas mathématique, mais ça donne une deuxième clé d'entrée. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que la plupart des commerciaux ont vu dans leur formation, ont déjà vu.
mais qui n'est quasiment jamais utilisé. Et parce que je te dis, ils font la même presse à tout le monde après. Et toi, du coup, qui forme beaucoup de personnes, qui maîtrisent les sujets, donc pour toi, et qui les enseignent, c'est quoi le pas manquant entre je connais l'outil, je connais le guide et je l'applique? C'est pratiquer. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que plus, c'est comme dans le sport, hein, plus tu pratiques quelque chose, au mieux ça fonctionne. Plus tu as des feedbacks, parce que là aussi, le rôle des managers commerciaux, du N+1, du manager de proximité, il est important. C'est que il faut qu'ils soient capables d'accompagner ses commerciaux, de bien les débriefer, de ne pas faire les rendez-vous à la place. Ça, c'est aussi des classiques que l'on peut voir. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'accompagnement, c'est allez, je prends le lead, tiens, je fais le rendez-vous à la place. Et puis quand je débriefe, je dis juste ce qui ne va pas. Donc c'est la répétition. C'est-à-dire que plus tu répètes quelque chose, plus tu travailles sur le questionnement, plus ça vient. Et je leur dis même travailler dans votre vie perso, enfin poser des questions ouvertes dans votre vie perso. Hein, c'est dans Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui explique, hein, si tu vas dans une soirée, tu vas vers 3 personnes, tu parles de toi, la personne parle d'elle, à la fin on interroge les 3 personnes, elles diront oui, j'ai rencontré quelqu'un, bon, sympa, ouais, sympa, sans plus quoi. Alors que tu fais que poser des questions ouvertes sans jamais dire un seul mot sur toi, les 3 personnes diront j'ai rencontré quelqu'un, il était super sympa. Et ils se rendront même pas compte qu'ils sauront rien sur toi. Donc c'est magique, hein, mais c'est compliqué. Parce que faire l'exercice pendant une demi-heure, 1 heure, de faire que poser des questions à quelqu'un dans une soirée et jamais parler de toi, parce que généralement on pose des questions pour parler de nous après. D'ailleurs, tu remarqueras que les gens qui n'ont pas d'enfants ne te posent jamais la question de savoir si tu en as. Ouais, c'est vrai. Souvent, c'est pour parler des tiens après. Donc, la grosse difficulté, elle est souvent sur la phase de découverte. En général, l'argumentation, tout ça, les commerciaux connaissent leurs produits. Et puis, on les bassine avec ça. Hein. Tiens, il faut que tu apprennes ta presse, il faut que tu apprennes ton argumentaire. Donc, gros travail là-dessus. Et surtout, après, mettre en adéquation ce que j'ai découvert et ma proposition. Je dis souvent que la vente, c'est un travail de perroquet intelligent. Ouais. Je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant, OK, si j'ai bien compris ce que tu cherches et ce que tu attends, c'est bien ça. Et puis, normalement, si on a ça, on va avancer ensemble. OK. Et je te montre en quoi ma solution répond à ce que tu cherches et ce que tu attends. Tu veux un truc qui soit pratique, je te montre en quoi ma solution est pratique. Ouais. Point final. Mais c'est la même solution que je vais vendre à celui qui cherche un ROI. Mais pas avec le même... voilà. Tu veux gagner de l'argent, je te montre comment tu vas gagner de l'argent avec ma solution. Ouais, mais tu as cette tendance aussi des commerciaux qui vendent comme ils se vendraient. Oui. C'est-à-dire comment eux achèteraient, ils se disent c'est le profil du client qui, au même titre que tu disais, mon profil 10 qui est le meilleur, comme je suis le meilleur, en gros, je me vends comme j'achèterais, quoi. T'as des commerciaux qui ont du mal à vendre des produits un peu haut de gamme parce qu'ils disent je mettrai jamais cet argent-là dans tel produit. Non, il faut pas penser à la place du client. Hein. Et heureusement qu'ils sont tous différents, sinon on s'en mettrait. Ils sont tous différents, mais c'est aussi un truc qui est important, je trouve. En tout cas, nous, on insiste avec les nôtres ou ceux qu'on forme, c'est se dire tout le monde est important, mais tu as quand même une quinzaine de patterns, que ce soit des objections, que ce soit des arguments qui font mouche avec cette typologie de client-là, que tu peux quand même anticiper, qui doivent te guider sans être un robot, mais qui doivent te guider. Bien sûr. Plus tu connais ton offre, plus après tu es capable de l'adapter en fonction de qui est en face de toi. Et c'est le rôle du commercial. Hein. Je leur dis, et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon on servira à rien. Sinon on enverrait une plaquette à tout le monde, ou alors juste un site internet, et puis il n'y aura pas besoin de commerciaux. Bon, ça marche pas encore comme ça. J'ai eu dans le podcast, quelques semaines auparavant, un chef d'entreprise qui me disait que selon lui, les commerciaux allaient disparaître, pourquoi pas, remplacés par des IA, et que les acheteurs allaient aussi disparaître, remplacés aussi par des IA pour supprimer, tu sais, le côté un peu émotionnel de la vente, l'affect, etc. Ouais. À la vitesse où ça avance, je ne devrais pas faire de prévision. Non, mais c'est vrai on n'imaginait pas aujourd'hui ce que fait ChatGPT ou d'autres IA. On ne l'imaginait même pas il y a 18 mois. Même si ça existait déjà, mais dans un milieu plus confidentiel et qu'aujourd'hui, c'est grand public et tout le monde y a accès, et facilement. Et simplement. C'est quand même, après, il y a la qualité des prompts qui joue, mais malgré tout, c'est quand même assez facile à utiliser. Oui, ça progresse vite. Et ça progresse vite. Quand tu vois ce qu'il est capable maintenant de faire sur des vidéos, ils vont réaliser des films maintenant, sans acteurs, sans rien, sans scénariste. Donc, je ne vais pas présager de ça. J'espère que non. Maintenant, peut-être que dans certains domaines, il y aura effectivement des acheteurs IA qui rentreront des ventes de rien. Difficile à savoir aujourd'hui. Ouais. Demain, non, peut-être après-demain. Selon toi, qu'est-ce qui va faire la différence entre un commercial qui va toujours garder son emploi, qui fera même si c'est un peu galvaudé comme terme, de la valeur, qui créera de la valeur, et un commercial qui sera remplaçable par une IA ou par un robot? C'est ce que je dis déjà aux commerciaux, c'est qu'aujourd'hui, vous devez être des consultants avant d'être des commerciaux. Et quand je dis consultant, c'est avoir une vision globale du marché, de la concurrence, être capable de challenger son client ou son prospect. Il faut aller plus loin que juste je suis là pour prendre des commandes. Ouais. Si je suis juste là pour prendre des commandes, je n'ai pas de valeur ajoutée. Maintenant, si je suis
un cran au-dessus, que je travaille aussi sur mon personal branding, que je suis capable d'apporter de la valeur régulièrement à mes prospects, à mes clients. Il y a encore pas mal de choses à jouer. Ouais. Mais il faut aller au-delà du alors je vous en mets combien? Très vite, on n'aura plus besoin de toi, quoi. Et on parle beaucoup des commerciaux, d'avoir besoin des commerciaux, mais il est bon, il est pas bon, il fait ça bien, il fait ça pas bien. Est-ce que tu penses que les commerciaux sont suffisamment accompagnés? Non, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vois quand même beaucoup d'entreprises. J'ai formé plus de 12 000 commerciaux. Je le compte il n'y a pas longtemps. Oui, je te rappelle du nom en une vingtaine d'années. Non, alors plus des têtes que des noms. Souvent quand je recroise, oui, je sais que je connais. Non, parce que, alors pour des tas de raisons, c'est qu'on leur met des managers. Déjà, on les forme pas forcément à l'accompagnement. Ouais. C'est-à-dire que souvent on fait monter un manager commercial parce qu'il était bon commercial. Et puis on dit, bah tiens, vas-y, de toute façon tu connais le job. Tu veux le garder. Voilà, c'est ça. Bon, donc ça, c'est pas terrible. Comme je t'ai dit, souvent les managers, quand ils vont en accompagnement, ils font le rendez-vous à la place et ils n'ont pas suffisamment de temps pour bien faire ce job. Ouais. Alors je généralise, il y a forcément des cas particuliers, mais un commercial, il doit être accompagné au moins une fois par semaine. Allez, au pire une fois tous les 15 jours, mais qu'il ait des feedbacks réguliers sur ses rendez-vous. Maintenant, on a aussi la chance de pouvoir avoir des rendez-vous qui sont enregistrés, notamment pour les rendez-vous en visio. Prends le temps de débriefer avec ton collaborateur, mais débriefer de la bonne façon. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses aussi les méthodes. Et puis, que ce soit sur du feedback qui soit du feedback positif, qu'on appelle le feedback sandwich, et plus de positif que de points d'amélioration. Voilà, c'est ça. Moi, c'était super, hein. Mais bon, la prochaine fois, pense à ça. Bon, c'est mort. Il faut toujours finir par du positif. Et tout compte fait, il y en a assez peu qui font ça bien. Ouais, non, mais c'est un vrai... Mais t'as raison. Il faut connaître la méthode. Et on parlait de zone de confort et de faire un effort. T'es dans l'effort, pour le coup. Pour accompagner de cette sorte-là, jusqu'à ce que... ça devienne un réflexe, mais... Et comme je te l'ai dit, comme on fait souvent évoluer les bons, les bons ont tendance à, quand ils sont en accompagnement, à faire le rendez-vous à la place. Ouais. Parce qu'ils disent, oh là, mon commercial est en train de faire un truc, c'est ça, donc allez, je prends le lead. C'est difficile aussi parce que y a le client, quand il y a le chef qui est là, souvent il s'adresse au chef. Hein. Ouais. Donc je dis pas que l'exercice est facile, mais il faut donner le cadre au démarrage. Bien voilà, moi je suis là en observation, je suis là pour accompagner Stéphane. Faites comme si j'étais pas là. Déjà, si tu donnes le cadre au prospect, mais il faut expliquer les règles du jeu. On a parlé pas mal de méthodes, de est-ce qu'ils le font bien. Est-ce que tu penses qu'on le chiffre suffisamment dans les organisations, que ce soit les managers ou au-dessus, sur l'importance? Alors, chiffrer, non, parce que c'est pareil. Moi, on me demande souvent, oui, mais alors, du coup, c'est quoi l'impact d'une formation commerciale? Il y a tellement de facteurs. Il y a le marché, il y a la mise en place, il y a tel profil commercial va le faire, tel l'autre va pas le faire. Est-ce qu'il est bien accompagné, pas accompagné? Parce qu'on m'a déjà dit, oui, tiens, on va te filer un pourcentage sur ce qu'on fait en plus. J'aimerais bien, hein, mais c'est difficilement chiffrable. Moi, ma pratique me fait dire que plus les commerciaux sont bien accompagnés, plus ils performent, plus ils gagnent en confort. Mais c'est comme dans le sport. C'est-à-dire, tu prends n'importe quel sportif de haut niveau, il n'y a pas longtemps, il y avait Roland Garros, ils ont tous un coach. Pourtant, a priori, ils savent jouer au tennis. Il va y avoir plusieurs. Oui, tu as le coach mental, tu as le coach physique, tu as le coach du coup droit, tu as le coach du service. C'est pareil, en foot, des fois, tu as le coach qui coach que les gardiens. Ouais. Et puis, bon. Donc, il y a nécessité pour performer d'avoir un œil extérieur. Tout seul, c'est impossible. Tu vois, si tu prends l'exemple de Roland Garros, tu as beaucoup de joueurs qui sont coachés par des joueurs qui étaient moins bons qu'eux. Parce que c'est deux disciplines différentes, finalement. Bien sûr. Comme le bon commercial n'est pas forcément le meilleur manager. Ouais, et inversement. Et vice-versa. Ouais. Et c'est d'ailleurs des questions qu'il faut se poser dans l'entreprise, c'est est-ce que je fais évoluer mon meilleur commercial? Parce que je perds deux fois, en fait. Je perds une fois parce que je perds mon super commercial, qui va plus vendre. Ouais. J'aurais peut-être pu avoir quelqu'un qui est peut-être moins bon commercial, mais qui aurait été meilleur en management. Donc vraiment faire un bilan de compétences sur qui dans mon équipe, qui je peux faire monter. Et ce ne sera pas forcément le meilleur. Moi, je l'ai fait dans cette erreur-là dans mon ancienne boîte. Tout le monde l'a fait. J'ai fait monter mon meilleur commercial. J'ai perdu... le secteur, il a été divisé par deux en 2 ans. Il n'était pas très bon commercial. Les autres commerciaux qui étaient ses potes jusqu'à présent ne pouvaient plus se le voir. Et quand il est parti, je l'ai remplacé par le deuxième meilleur commercial, tu vois, parce qu'on est con jusqu'au bout. Sauf que lui, il était très bon manager. Pas parce que je l'avais identifié, mais juste parce que c'était un très bon manager. Okay. Et alors oui, on y a perdu un petit peu sur son secteur. Mais par contre, tous les autres sont montés. Oui, donc au global, t'es gagnant. C'est ça qu'il faut voir, c'est la performance globale. Mais là, pour le coup, tu vois, c'est un vrai coup de chance parce que je l'avais pas forcément anticipé, mais le meilleur manager n'est pas le meilleur commercial et inversement. C'est un autre métier. Ouais. C'est 2 métiers totalement différents. Manager et commercial, c'est 2 métiers totalement différents. C'est comme si tu demandais à un DRH d'être le lendemain un DAF. Hein. C'est pas pareil. Non, mais c'est vraiment pas pareil. Voilà, non, mais... Est-ce que tu penses, ce qu'on a quand même tendance chez les commerciaux
accabler au-dessus, en général, pour X ou Y raison, que ce soit le produit, les offres, le prix, la formation. Est-ce que tu penses que les commerciaux, en tant que personne, font suffisamment l'effort de s'améliorer ou de vouloir s'améliorer ? Ouais, non. Très peu. Je dis non, je ne vais pas généraliser, mais très peu. Ouais. Souvent, quand on les met en formation, ils voient ça un petit peu comme une punition, déjà. Si on me forme, c'est que je ne suis pas bon. Mais parce que aussi, des fois, il n'y a pas de discours suffisamment au-dessus qui met en valeur la formation. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Et puis, les commerciaux, ils disent, je vends, je suis toujours dans la boîte. Pourquoi je vais me remettre en question ? Donc, il y en a très, très peu qui se remettent en question. C'est dommage, mais... Ouais. Et qu'est-ce que tu leur répondrais à ceux qui nous écoutent et qui se disent, non, mais moi, ça fait 7 ans, 8 ans, 10 ans que je suis dans cette boîte-là, je fais mes objets, je suis bien, je n'ai pas besoin de m'embêter. Quelque chose que je dis souvent, c'est une méthode où se remettre en question, c'est pas quelque chose qui est là pour vous embêter. Tu te rends compte qu'une méthode, ça doit te faire gagner en confort, en efficacité. Ouais. Donc, tu vas faire les choses plus facilement et plus souvent. C'est à ça que ça sert. De te former, de travailler certains outils. Donc, plus tu répètes ça, plus après, c'est facile. C'est-à-dire que là où tu mettais peut-être 50 heures par semaine pour faire ton chiffre, peut-être que tu vas mettre 35. Ouais. Et du coup, tu auras plus de temps, peut-être pour faire ou plus de chiffres ou faire autre chose et peut-être moins stressé. Aujourd'hui, on sait tous courir. S'il y avait un incendie dans ce studio, on sait tous courir. Mais si demain, tu prends un coach qui va t'expliquer comment courir, comment respirer, comment gérer l'effort, au bout d'un certain temps, tu vas courir plus longtemps et moins te fatiguer. Ouais. C'est automatique. Donc, les méthodes et se remettre en question et travailler ça, c'est uniquement là pour ça. Après, ton chef, il s'en fout de savoir si tu as mis telle méthode ou telle méthode en place. En général, ce qu'il regarde, c'est les résultats. Non, la méthode, elle te fait gagner en sérénité. Et comment tu conseillerais à un jeune commercial, ou moins jeune d'ailleurs, qui veut monter en compétences ? Voilà, il a envie, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il n'aura pas d'aide de la part de sa boîte. Comment il s'y prend ? Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ressources qui sont à disposition. Déjà, il peut aller sur des chaînes YouTube, on a des chaînes YouTube qui parlent de vente, même sur TikTok. Enfin, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui passent des messages, qui passent des méthodes. Donc, ça, c'est la première chose. Lire des bouquins sur la vente, sur le développement personnel, il y en a des tonnes. Et puis, même aujourd'hui, l'IA peut t'aider. Tu dis à ChatGPT, tiens, voilà, j'aimerais travailler tel sujet, il va t'aider. Tu lui envoies un call que tu as fait ou une visio. Il est capable de la décrypter et de dire dans cet échange, tu as posé 2 questions ouvertes et 10 questions fermées, par exemple. Ouais. Donc, il y a plein d'outils pour quelqu'un qui veut aujourd'hui progresser pour qu'il puisse faire ça en autonomie. C'est ce que je dis aussi quand je suis en formation, c'est que la formation, c'est qu'un point de départ. C'est pour donner envie aux gens, c'est pour impulser quelque chose. Maintenant, après, moi, je ne suis pas à côté des gens tous les jours et toutes les semaines. Donc après, c'est à chacun de faire comme il a envie de faire. Et de se fixer des objectifs et d'y aller point par point, de se dire, tiens, la semaine prochaine, on parlait du disque, déjà tous les gens que je vais croiser dans mon environnement personnel ou professionnel, j'essaie de trouver leur couleur dominante pour que ça devienne après un automatisme. Puis la semaine d'après, je me dis, tiens, il faut que je pose au moins 5 questions ouvertes de qualification et 2 questions de motivation au moins à tous les gens que je vais rencontrer. Il faut y aller étape par étape comme ça, il ne faut pas vouloir se dire, tiens, je change tout. C'est vrai que tu as un peu cet effet-là en formation où... tu as cet aspect galvanisant, euphorisant, où tu as envie de tout faire, tu as envie de bouger, mais sincèrement. Ouais, c'est vrai. Et puis le lendemain ou le surlendemain, tu retournes à ton taf, tu veux tout changer, puis tu changes. Et puis après, tu as ta routine. Donc, c'est une volonté, mais c'est comme tout. C'est comme les gens qui veulent maigrir, c'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer. Tu as des gens qui disent, oui, je vais arrêter de fumer. Et puis, le 1er janvier, ils disent, allez, j'arrête de fumer. Et puis, le 2 janvier, ils ont repris une clope. Donc, il faut se l'écrire, il faut se fixer des objectifs, il faut se donner les moyens. Mais c'est comme tout ce qu'on fait dans la vie. Oui, c'est une question aussi de volonté derrière. Il faut mettre en place des objectifs et les suivre. Et sinon, le quotidien te rattrape. C'est ça. Tu me parlais de livres. Est-ce que toi, tu as un livre, une Bible à recommander ? Je parlais de comment se faire des amis, parce que je pense que c'est un des livres que j'ai lu le plus et qui en plus est très facile à lire. Et j'aime bien Influence et manipulation de Cialdini aussi. Ouais. J'aime bien Système 1, Système 2 la semaine dernière, Cialdini. Voilà. Système 1, Système 2 pour tout ce qui est neurosciences de Daniel Kahneman. Super livre aussi qui s'appelle Achetez-moi de Jean-Pascal Mollet. Tu me l'as pas amené dédicacé ? Non. Je promis, je le ferai. Allez, avec plaisir. On se revoit tout à l'heure. Donc, Après, il y en a des tonnes. Les livres de Michael Aguilar aussi, il y en a des super intéressants. Il y en a un qui s'appelle Vendeur d'élite, où pendant 1 an, il a tourné dans plein de boîtes pour accompagner le meilleur commercial. Il en a fait un livre. Il y en a plein, les livres de Nicolas Caron. Je ne voudrais pas citer. Je risque d'en oublier des confrères.
Mais il y en a plein, mais il faut lire. Et c'est vrai que moi, quand je suis en vacances, je ne lis que des bouquins qui sont liés à la vente ou au développement perso. C'est-à-dire que je ne sais pas lire des romans ou des trucs policiers. J'ai que des bouquins qui sont liés à mon domaine. Je ne lis qu'en vacances, sinon j'ai pas le temps. Mais voilà, après il y a des podcasts, après, quand on veut se former. Il y a plein de trucs. Mais il y a plein de choses. Ah bah oui, c'est sûr. C'est plus facile d'aller regarder une série sur Netflix. Hein. On en est dans la question de ces zones de confort et zones d'effort. Est-ce que j'ai envie, pas envie Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'écrire un livre? C'est la question que tu m'as posée là, c'est que souvent à la fin des formations, les gens me disaient ah tiens, est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Donc bon, je conseillais des livres de confrères, alors c'était très bien, hein, ils devaient être contents. Et à un moment donné, je me suis dit non, j'ai envie de mettre sur papier tout ce que je transmets dans mes formations. Ouais. Donc c'était l'idée de ce livre. Alors ce livre, hein, c'est pas un grand roman, mais c'est que des fiches pratiques. Donc je reprends ce que je fais dans mes formations sur le disque, sur la prospection, sur la vente et sur la négociation. Voilà, c'est un truc qui est très pratico-pratique, avec des exemples, avec des petits QR codes qui vont vers des vidéos. Mais voilà, l'idée c'est que ce soit un truc opérationnel. J'ai fait un livre comme moi j'aurais aimé en avoir un. Voilà. Tu as fait de la vente, t'as déjà fait de la vente. Ça. Je me suis dit je veux pas. Des fois les gens disent ah oui c'est bien, c'est écrit un petit peu gros. Je dis oui, moi j'aime pas les livres écrits en tout petit, donc j'ai fait un livre. Tous les petits trucs, t'as dit putain, j'ai pas envie de le lire. Donc voilà, quelque chose qui est facile et opérationnel. Je suis curieux. J'aimerais bien un jour, et je pense pas être prêt encore à le faire, tu vois. Mais qu'est-ce qui a été la méthodologie en fait pour te dire j'ai tout dans la tête globalement. Mais il faut que je le couche sur papier, que je l'organise comme un puzzle qui est devant moi, quoi. Alors, la méthodologie était assez simple pour moi, dans le sens où mon livre, il est construit comme les scénarios pédagogiques de mes formations. Donc, je reprends les 7C que je vois en formation, qui sont les 7 étapes de la vente. Je reprends mes 4C de la négociation. Je reprends la méthode DISC. Donc, je sais que la méthode DISC, déjà, il faut expliquer ce qu'est la communication. Après, c'est quoi les 4 couleurs. Après, comment on les détecte. Après, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter avec. Donc j'avais déjà quand même c'est construit, et mon livre il est construit comme ça, comme une mini formation sur un livre. Okay. Donc, de ce côté-là, c'était plutôt assez facile. Ce qui a été compliqué, c'est plus de dire tiens allez, comme tout, hein, je prends le temps de le faire. J'ai repoussé longtemps, mais c'est ça, c'est dire bon allez. Mais voilà, je suis très content qu'il soit là et de pouvoir le partager. Et qu'est-ce que tu penses de la méthode? C'est-à-dire que, et des différentes méthodes, parce que tu vois, toi, tu as les 7C, les 4C. Chacun a sa méthode, chacun a globalement ses acronymes. Qu'est-ce que tu en penses foncièrement de cet élément-là? Moi, je pense qu'il faut avoir une méthode, peu importe comment elle s'appelle. Mais la méthode te permet de structurer ce que tu fais. Et dans toutes les choses qu'on apprend dans notre vie, je pense qu'il y a des méthodes. Donc après, il faut trouver celle qui convient le mieux. Pour moi, pour performer, il faut avoir une méthode. Et comment tu expliquerais le degré d'appropriation entre j'applique à la lettre bêtement ce que j'ai appris en formation avec toi et je suis dans certains cas mon instinct et je shift un peu de planning? En fait, dans l'apprentissage, il y a 4 stades. C'est d'abord, je suis inconsciemment incompétent. Si je connais pas les questions ouvertes, c'est très, très confortable. Après, je passe à consciemment incompétent. C'est qu'on vient de m'apprendre les questions ouvertes et puis je me rends compte que je les utilise pas ou alors je fais comment en fait. Troisième stade, c'est le consciemment compétent. Donc, consciemment compétent, peut-être que je prépare mes questions, je les écris. Et objectif, c'est d'être inconsciemment compétent. Donc, je suis obligé de passer par ces 4 stades-là. Il y a des stades qui sont un petit peu inconfortables. Maintenant, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus à me poser de questions sur comment je dois poser ma question pour qu'elle soit ouverte. Ouais. Mais parce que je l'utilise tous les jours. C'est comme le permis de conduire. Au début, tu es inconsciemment incompétent. Quand tu es à côté de tes parents et que tu vois tes parents conduire, tu dis ça a l'air super facile, hein, franchement. Après, tu prends ta première leçon de conduite. Là, tu es consciemment incompétent. Hein. C'est que tu dis oh putain, alors là, il y a plein de trucs à penser. Je fais craquer les boîtes de vitesse. Je sais plus où regarder. Bon, il y a plein de choses à faire, plein de choses à vérifier. Après, consciemment compétent, c'est que tu dis bon, allez, donc je fais ça, donc je fais ça. Ouais. Et puis, au bout d'un certain temps, tu fais ça, ton pied fait ça et tu n'as même plus à y penser. Là, tu es inconsciemment compétent. C'est que c'est devenu quelque chose d'automatique. Il y a plein de choses comme ça dans notre vie. Il faut accepter de passer par ces 4 stades-là. Et le consciemment incompétent est désagréable. Voilà. Quand on prend conscience qu'il y a quelque chose qui existe et qu'on ne fait pas ou qu'on le fait mal. Une belle analogie, j'aime bien comment tu l'as amené. Ok. Et j'ai toujours une dernière question, moi. Si tu avais l'opportunité, toute époque confondue, de dîner avec quelqu'un, ce serait qui? Bernard Tapie. Pas mal. Et qu'est-ce que tu lui demandes à Bernard Tapie? Je connais pas de gars déjà plus incroyable que ça. Quand je vois tous les métiers qu'il a eu, il a été patron d'une équipe de foot. Bon, pas la meilleure, mais c'est pas grave. Vraiment pas la meilleure. Il a été évidemment patron de plein de boîtes. Il a été homme politique. Il a été acteur. Il a été chanteur. Il a fait de la prison.
Le gars, il est quand même une vie incroyable. Donc déjà, je pense que passer une demi-heure, alors je sais même pas ce que je lui demanderais, mais je l'écouterais en fait. Qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces expériences? Chaque expérience que tu as eue, ça a été quoi la leçon principale? Mais ce gars était incroyable. Alors, en plus, il laisse pas indifférent. C'est où tu le détestes ou tu l'adores. Enfin, ce gars, mais ouais, je pense que Tapi, c'était un personnage. Et tu l'emmènes manger où, Tapi? Peu importe, au café du coin. On n'est pas là pour manger. Et si tu dois lui vendre un truc à Tapi, là, c'est dur. Écoute, je me suis pas posé la question, hein, mais à partir du moment où je serais pas là pour lui vendre quelque chose, donc je serais là pour en prendre un maximum et pour après peut-être l'utiliser, mais un gars incroyable. Ouais, je lui filerai un bouquin. Et toi, ce serait qui? Moi, ça serait, alors, c'est assez atypique, ce serait un rabbin. Ok. Le plus grand rabbin de notre génération. D'accord. En fait, c'est un rabbin post-guerre à New York qui s'est rendu compte qu'après la Shoah, le judaïsme était mourant. Mm-hmm. Et en fait, il a une vraie démarche commerciale, sans s'en rendre compte. Okay. Il a placé des émissaires dans toutes les villes, ou presque du monde. On a 5000 aujourd'hui, et il est mort depuis 30 ans. D'accord. Et son héritage perdure pour non pas convertir ou quoi, mais juste raviver la flamme chez les juifs pour pas qu'ils oublient leur religion. Et ça a vachement marché. Alors, il y a un côté spirituel qui me plaît, tu vois, mais il y a aussi un côté entrepreneur de se dire comment tu arrives à créer un réseau de 5000 ambassadeurs, si tu le réadaptes au business, qui survit à 30 ans après ta mort et qui continue de grossir et que tu restes comme le chef de cette organisation-là. Donc ouais, ça serait... C'est quoi le truc particulier qu'il a fait, justement, si tu as étudié un peu le truc, c'est quoi le truc vraiment où tu te dis, tiens, il a réussi à faire ça, mais parce qu'il a mis ça en place? En fait, c'est un vrai mélange de positivisme et de rigueur. D'accord. D'exigence et de positif. Du jaune et du bleu. C'est ça. C'est complémentaire. Et de rouge aussi. Ok. Parce qu'à un moment, il a mis des choses en place, quoi. Okay. Mais c'est vraiment te dire, toi, tu manges pas cachère, mais tu fais Shabbat. C'est bien. Il faut faire Shabbat. Alors que les générations précédentes t'auraient dit, pourquoi tu fais Shabbat si tu manges pas cachère? C'est idiot, faut manger cachère. En fait, lui a retourné le truc, mais avec un peu une main de fer dans un gant de velours. Et donc, il a réussi à tourner positivement toutes ces choses-là et à créer un vrai mouvement et une dynamique qui fait que ça perdure. Au-delà du spirituel, je trouve que c'est assez inspirant en termes de management, d'arriver à guider tes équipes parce que tu es un leader, parce que tu es inspirant, plus que parce que tu as la position dominante. Parce qu'en fait, en termes de hiérarchie, c'est un des courants du judaïsme. C'est pas le plus répandu, mais par contre, tout le monde le connaît. Et du coup, il a écrit un bouquin pour raconter ça ou pas? Lui n'a pas écrit de bouquin. Mais quelqu'un a écrit un bouquin sur beaucoup de bouquins sur lui. Ok. Comment il s'appelait? Rabbi de Lubavitch. D'accord. Écoute, donc, voilà, Mendel Schneerson. Très bien, je vais creuser ça. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci Simon, c'était cool. Franchement, on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Et je vous mettrai le lien des différentes pages de Jean-Pascal, parce que t'en as plein. TikTok, LinkedIn, Insta. C'est ça. YouTube aussi. J'essaie d'être présent. C'est ça. Et ça apporte de la qualité à votre savoir, donc vous n'aurez plus d'excuses pour vous former. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plus belle la vente. Et j'espère que vous aurez apprécié autant que moi. Bonne vente à tous. Merci. C'est parti.